je fais mon barreau. J'étudiais 6 jours et demi semaine, puis je prenais uniquement le dimanche de congé. Puis après ça, je fais mon stage au syndicat des travailleurs de l'énergie de la chimie. Comme étudiant en droit de l'école du barreau, là, je plaidais en cour supérieure. Je plaidais l'arbitrage de griefs, conseillais les conseillers syndicaux, rédigeais des avis juridiques. Je termine le stage. Là, j'ai commencé à développer une expertise de la défense des militants syndicaux qui négociaient aux tables. Disons que c'est un négociateur syndical envoyé promener un négociateur patronal. Bien là, le patron utilisait son rapport de force. On vous donne une mesure disciplinaire, vous êtes suspendu pendant 3 semaines. Je regardais la structure du syndicat et qui payait. Parce que lors des libérations syndicales, c'est toujours l'employeur qui paye, mais le syndicat rembourse la libération syndicale. Autrement dit, le travailleur, le militant syndicaliste libéré, est toujours payé, puis il garde son droit d'ancienneté. J'ai plaidé un dossier pour la FSSA où le président d'une section locale subissait une mesure disciplinaire. On plaidait contre l'ALCA. Puis lui, le militant, puis sa femme, sa famille, là, ça les embêtait. Pour lui, c'était comme aller en prison, là, tout ça. Puis là, je demandais au syndicat, y a-t-il eu des cas d'accident de travail? Payez-vous des cotisations? Ils ont dit, ben oui, quand nos membres libérés ont un accident de travail, c'est nous qui assumons. Ouais. Bien qu'il reçoit un chèque de paye de l'employeur, demandait au négociateur qui lui donnait ses ordres, ben c'est le syndicat. Qui paye? Ben c'est le syndicat. Fait que j'ai dit, puisque vous n'êtes pas salarié de l'ADCA, donc, fait que là, on a plaidé, si c'est un salarié de l'ADCA, ben là, il reçoit les ordres de l'ADCA. Donc, il réussit à prouver qu'il n'existait pas de subordination juridique. Fait que la mesure disciplinaire est nulle, de nullité absolue de facto. Ah bon? Finalement, on a gagné le dossier en arbitrage en cour supérieure. Et ça a monté à la cour d'appel, puis la cour d'appel a confirmé ma thèse. Bon. J'ai défendu des syndicalistes de la construction qui étaient congédiés par leur syndicat de construction pour différentes raisons. Puis là, c'était le débat, est-ce qu'un militant syndical libéré dans la construction est un salarié du syndicat de construction? Parce que là, c'est pas la même chose que le militant syndical libéré d'une entreprise syndiquée avec une convention collective. La stabilité d'emploi dans la construction n'existe pas. Donc, j'ai représenté un syndicaliste qui avait été congédié par la CSN Construction. La CSN Construction prétendait que ce salarié qu'elle n'était pas l'employeur parce qu'elle avait libéré. Fait que là, on a plaidé, dit oui, dans le secteur public, ce sont les libérations. Mais nous, dans la construction, on n'a pas de stabilité d'emploi. Donc, quand vous engagez, vous êtes l'employé. Vous êtes un numéro d'employeur de construction, donc c'est un employé. Fait qu'on a gagné cette distinction. J'ai pris une année sabbatique dans les faits 18 mois, là. Aller étudier en Europe. Ça, c'est en quelle année? En 92, année 92-93, puisque je vous avais parlé des codes de conduite, puis je voulais encore parfaire, puis je suis allé faire un 3e cycle en droit diplomatique et en droit des organisations internationales à la faculté de droit Jean Monnet, l'Université de Paris-Sud. Alors, j'entreprends de mes études et là, je deviens membre du Parti communiste français. Et puis, dans le cadre de mes études, je m'intéressais aux questions internationales. Puis, je deviens membre du PCF parce que moi, j'ai toujours pensé quand tu changes de pays, tu vas avec une organisation qui est proche de la classe ouvrière, notamment le PCF de l'époque. Et également avec la CGT, j'avais des relations avec la CGT. José Faure, le directeur de la rubrique internationale du Journal de l'Humanité, il me dit « Hey Jean-Luc, il y a un référendum là, au Canada, est-ce que tu pourrais nous informer, écrire un petit billet
pour la classe ouvrière française, là. Ouais, je dis, bien, certainement. Alors, j'ai pondu 2 articles dans le journal L'Humanité. Puis, pour moi, nonobstant que c'est le journal L'Humanité, pour moi, privativement, c'était un honneur. Parce que c'est le journal, le fondateur, c'est Jean Jaurès, un grand militant socialiste. Alors, pour moi, c'était quelque chose de grandiose. Donc, j'ai produit deux articles. Là, je retourne au Québec, je reprends la pratique. Je m'aperçois que les conditions de travail des avocates et des avocats se sont dégradées. Alors là, j'ai parlé avec d'autres avocats, avec d'autres militants syndicalistes, de regrouper tous les avocats, comme les fédérations de médecins, puis pas avoir des avocats par établissement. Oui. Tous les avocats négocient les tarifs avec l'État, puis tous les citoyens du Québec ont droit à l'aide juridique, ainsi que les syndicats et les groupes populaires, sauf les grandes entreprises, puis la partie gouvernementale. Mais on proposait ça, autrement dit, c'était l'assurance maladie universelle, mais sur le plan de l'assurance juridique. On commence au début avec la CSN. C'est devenu le mouvement de la création d'une association indépendante du barreau. Donc, on travaille, on tient des réunions, on fait signer des cartes. Mais là, il y a une forme de gauchisme à l'intérieur de la CSN. Nous, on divergeait d'opinion. Mais là, on a joint le SAPB. On va créer ce qu'on appelle l'Association professionnelle des avocates et des avocats du Québec qui a existé. Et là, ben, on commence encore du recrutement. Fait que là, ça va bien, on fait signer des cartes. Mais encore, l'autre problème, l'inertie de conservatisme de la part du mouvement syndical. Donc, on décide de quitter en bon terme. Bon, la même chose avec la CSN en bon terme, mais pas en bon terme avec les gens des appareils bureaucratiques de l'interne. Puis à notre grande surprise, les avocats des cabinets de bureaux d'avocats syndicaux refusaient de signer. Ils nous donnaient le prétexte. Bon, on est en conflit d'intérêts. Au début, on était avec la CSN, mais là, on est en conflit d'intérêts parce que on est proche de l'FTQ. Fait qu'on allait les revoir. Puis là, on dit, t'es plus en conflit d'intérêts. Ah, mais là, c'est pas pareil. Bon. Là, on décide de présenter un candidat aux élections du barreau pour donner 2 points. Montrer qu'on était plus fort que la bureaucratie syndicale pensait. Deuxième des points pour unir les avocats puis se faire respecter vis-à-vis du barreau. Puis nous, on pensait que nous allions obtenir 25 du vote. Alors, je me suis présenté, j'ai été désigné, mais je me suis présenté comme avocat syndicaliste président de l'Association professionnelle des avocates et des avocats du Québec. Les grands cabinets avaient commencé à faire circuler par courriel que si je prenais le pouvoir au barreau, c'était la fin de la profession juridique. J'ai dénoncé le barreau du Québec parce que le barreau du Québec, c'est l'agent négociateur des tarifs de l'aide juridique. Puis ce qui nous explique, c'est qu'il faut protéger le public. Puis quand c'est un dossier d'aide juridique pour défendre les classes pauvres, il négocie des tarifs à rabais. Ce que j'appelle comme cela un syndicat de boutique. Alors, bien dénoncer cette question-là. Finalement, on obtient 39,46 au lieu vote. Du 25 Au lieu du 25 mais on a dépassé le mouvement syndical. Ah oui. Nous avons démontré que par notre force, avec notre projet plutôt collectif, on avait à peu près 45 des avocats. Mais ceci étant dit, là, le barreau, c'est fini. Mais moi, là, j'ai plus de contrat, là. Parce que j'avais mis du temps, là. Là, j'ai plus de contrat de travail avec personne. Ensuite, je suis persona non grata partout, là. Là, je peux pas travailler. Ça a été toutes sortes de paquets de problèmes, là. Et aussi, il y avait des avocats qui avaient peur de travailler avec moi. La répression du barreau. Fait que ça s'est terminé comme ça. Un collègue qui m'appelle Jean-Luc, local 62, qui cherche quelqu'un.
Les journaliers. Les journaliers, l'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord. Alors, qui cherche quelqu'un, un avocat. Puis là, ben, je repensais revenir à la classe ouvrière de la construction. Là, je repensais à ma jeunesse, Ville-Saint-Michel. Fait que là, je suis retourné dans la construction. Alors, un de mes objectifs premiers en retournant à l'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord, c'est de défendre les titres occupationnels, ceux qui ne sont pas un métier. Donc, je plaidais les dossiers des conflits de compétences, soit par les comités issus de la Convention collective, le Tribunal administratif du travail, la Cour supérieure, mais également la Cour d'appel. Donc, tu peux donner des exemples de ces métiers et occupations? Bon, là, je vais aller avec un cas que j'ai tout de suite en mémoire. Ce sont les murs berlinois. Exemple, les murs séparateurs pour empêcher la terre de tomber sur le chantier. Sinon, il risque d'avoir une mort d'homme. Donc, c'est en bois. Et puis, il y avait un dossier qui opposait les charpentiers menuisiers qui revendiquaient que c'était de leur juridiction, puis que les occupations qui n'avaient pas le droit de faire ça. Donc, c'est un dossier qui a été important, qui a fait jurisprudence, parce que je l'ai plaidé à la Cour d'appel, où j'expliquais qu'un règlement doit être interprété restrictivement lorsqu'il est question du travail. Alors, juste pour expliquer, dans l'industrie de la construction, un métier, sauf l'apprenti du métier, peut faire le travail de l'occupation, mais pas l'inverse. Si bien que lorsque vous avez le plein emploi, ça va bien, mais lorsqu'il n'y a pas le plein emploi, ça va mal. Parce que là, les occupations perdent leur travail quotidien, leur gagne-pain quotidien. Donc, moi, mon travail, c'était de défendre les occupations face, je vais employer le terme, là, à l'aristocratie ouvrière, notamment des métiers mécaniques dans l'industrie de la construction. Les occupations, c'est pas des métiers reconnus, c'est des fonctions qui sont assimilables à un travail de journalier, c'est ça? Oui, mais... c'est pas si simple que ça. Non, ce n'est pas simple parce qu'un monteur de ligne, c'est une occupation. Ah bon? C'est pas un métier. Mais un foreur bout de feu ou un dynamiteur, c'est une occupation, mais ce n'est pas un métier. Ah bon? Un mineur ou un travailleur souterrain, c'est une occupation, mais c'est pas un métier. Ah bon? Aujourd'hui, un poseur de rail, par exemple, c'est pas un métier. Bon. Je travaille à défendre les occupations. Et là, on a créé un comité ad hoc des occupations, c'est-à-dire un front commun CSN, FTQ, Conseil provincial interne. Nous avons créé front commun quand j'étais à l'Union internationale locale 62. Alors, je peux vous dire la chance que j'ai connu les chantiers de construction, mais que j'ai écouté les ouvriers me parler de leurs travaux. Cela m'a aidé à gagner presque tous les dossiers de conflit de compétences dans lesquels je suis intervenu comme avocat. Mais aussi, connaître les conflits de compétences, ça aide pour le rapport de force aux tables de négociation. Parce que qui maîtrise tout ce qui se passe sur le chantier est capable de discuter avec la partie patronale, puis là, de dire, bien là, il faut une augmentation de ci, de ça, etc., etc. Exemple pour des salaires. Et là, on a commencé à travailler des fronts communs. Et l'international, le Conseil provincial, nous avait promis aux occupations de nous appuyer. Et dans les faits, ils ne nous ont pas appuyés. Je participais aux négociations. Faites valoir des points où souvent les travailleurs de la construction pour du travail ne sont pas payés. Donc, un exemple, lorsque vous rapportez les outils au garage, du chantier au garage, vous n'êtes pas payé. Vous rapportez le camion, vous n'êtes pas payé. Vous rapportez les bulldozers, les pelles mécaniques, ne sont pas payés. J'ai travaillé à ce qu'ils soient payés, je l'ai demandé en négociation. Aussi, il y avait des cours de formation, de données. Là, les employeurs disaient aux travailleurs, bien, tu vas aller suivre un cours ce soir, tu vas aller le samedi et le dimanche, tu n'es pas payé. Pourtant, c'est un ordre de l'employeur, on a fait reconnaître cela.
À un moment donné, en 2018, la CSN est en décroissance depuis plusieurs années. On m'approche, puis on me propose un poste. Moi, je m'attendais qu'on m'allait approcher pour devenir avocat. On me propose le poste de vice-président génie civil voirie à la CSN Construction. Mon travail, c'était d'arrêter l'hémorragie. J'avais connu des militants de la CSN, ça date de l'époque de Florent Odette, des ferrailleurs, d'autres que je connais comme avocat. Je connais le mouvement syndical. Quand j'étais à l'Union internationale, ce qu'on appelle le local 62, j'avais commencé le dossier ferroviaire. On avait commencé en 2010 la syndicalisation des travailleurs du rail. Oui, parce que ça, c'est les travailleurs du rail qui sont couverts par le décret de la construction, mais qui ne travaillent pas pour le CNCP. Là. C'est ça, c'est ça. Mais au début, en 2010, c'était pas clair parce que d'abord, ça, c'est une autre erreur des syndicats. Ils n'allaient pas voir les travailleurs sur les chantiers de construction de rail. C'était un peu comme ignoré. Parce que c'est dans les forêts. Puis tu ne peux pas pénétrer comme vous voulez dans une emprise ferroviaire. Il faut demander à la sécurité ferroviaire. Vous devez suivre un cours, ça commence à être compliqué, mais peu importe. Alors là, j'ai commencé une campagne de syndicalisation. On a travaillé, ça a donné des succès. On a gagné 1 million d'heures pour les travailleurs cheminots, ce qui est beaucoup d'heures. Après 2020, la CSN Construction, le rail, les travailleurs du rail représentaient 42 %. Donc, une moyenne supérieure de 7 % à la moyenne provinciale. Puis là, ce que je leur expliquais, c'est qu'on met un plan, puis là, on crée un rapport de force. Ensuite, reformer toute l'équipe de la CSN Construction, participer au conflit de compétences, savoir comment négocier une convention, tous former toute l'équipe. Là, on a gagné des conflits de compétences. Ensuite, travailler à l'unité syndicale, retravailler pour les manœuvres ou les occupations. Nous avons créé l'Association intersyndicale des titres occupationnels. Là, ça comprend tout le monde. Puis pour les dossiers de la pose de l'asphalte dans le génie civil, on a fait un autre front commun, les occupations avec les opérateurs. Donc là, ça donnait un front commun de 55 000 à 60 000 travailleurs sur les 200 000. Donc, ça a donné des succès. Ça a donné de bonnes augmentations de salaire pour ces groupes-là. Puis, l'hémorragie a été arrêtée, puis la première fois en 35 ans, au maraudage de 2020, où la CSN augmentait plutôt que de baisser. Après un certain nombre d'années à la CSN Construction, où des années pendant lesquelles tu as fait beaucoup de travail en front commun ou en jonction avec les autres, là, tu as décidé de quitter. Bien, c'est-à-dire que pour des raisons professionnelles et syndicales, j'ai décidé de quitter. J'avais des objectifs. La plupart ont été atteints. Puis, c'est pour des raisons personnelles que je ne veux pas m'étaler sur la question. Mais je suis demeuré quand même dans le secteur de la construction. J'ai formé des militants, des militantes sur les négociations qui viennent de se passer, donné des cours de formation. Et dernièrement, depuis le 1er septembre 2025, vous avez parlé du dossier du rail. C'est un dossier qui existe depuis 2010, qui n'est pas encore terminé, mais là, qui est en phase finale. Les cheminots vont obtenir leur reconnaissance de métier. Ah bon? Cependant, il y a vous connaissez le mouvement syndical ou encore la structure bureaucratique à la SCCQ. Il y a des détails importants où le syndicat de l'Association des manœuvres interprovinciaux de la FTQ Construction m'a demandé de les conseiller dans ce dossier.
parce que j'ai une expertise dans le domaine du rail. Alors, j'occupe des fonctions, pas à plein temps, mais strictement pour m'occuper de ce dossier. Le reste, ce que je fais, c'est que je prononce des conférences. Notamment, je vais en donner une à l'Université de Montréal sur le marxisme, une autre sur le syndicalisme, comment créer un rapport de force. J'ai écrit dernièrement une contribution concernant les États généraux du syndicalisme. D'ailleurs, j'avais déjà appelé à des États généraux bien avant qu'on les gens officiellement en parlent. Mais je ne suis pas le seul qui réclamait des États généraux. Il y a plusieurs militants et militantes syndicalistes qui ont réclamé des États généraux. Je dois vous dire, ma dernière phase dans le syndicalisme de construction, je pourrais dire, si je fais un bilan rétrospectif, c'est pour moi, c'est un peu comme mon âge d'or dans le syndicalisme. Parce que j'ai été un jeune militant qui a appris. J'ai fait signer des cartes, j'ai étudié, j'ai milité dans la gauche, j'ai milité dans le mouvement syndical. Et toute cette somme d'expériences ont fait que lorsque je suis retourné dans l'industrie du syndicalisme, l'industrie de la construction, j'avais tout le bagage. Et aussi, j'avais une forme, sur le plan intellectuel, une sagesse. C'est-à-dire de ne pas avoir peur des défis. Toujours avoir, lorsqu'il y a un problème, une solution de rechange. Voir les dossiers en amont plutôt que d'être réactif. D'avoir les bons mots pour parler de l'unité de la classe ouvrière, notamment dans les fronts communs. Parce que dans le secteur de la construction, c'est pas facile, c'est le pluralisme syndical, mais travailler au rassemblement, puis je donne comme une forme de caution morale. Je me rappelle aux tables de négociation, je parlais à mes collègues des 5 centrales, je leur expliquais qu'on a eu des succès pour les occupations en front commun, succès occupation opérateur, qu'on pourrait travailler ensemble à créer une autre structure syndicale. Mais là, dans leur schéma, mes camarades aux tables de négociation, moi, mais Jean-Luc, on va aller à la FTQ, on va aller à la CSN, la CSD. Non, je dis, on va tous demeurer ensemble. Comment? Mais je dis, on se crée une autre structure. Puis là, s'il y a un maraudage prévu par la loi, bien là, on dit aux travailleurs, choisissez qui vous voulez, puis on ne met pas d'argent dans les maraudages. On fait peut-être une disquette, on fait parler 5 minutes chacun. Est-ce que voulez-vous voter FTQ ou CSN? Là, j'ai dit, là, on se crée un véritable rapport de force. Là, je leur explique, nous serons membres de la FTQ, nous serons membres de la CSN, nous serons membres de la CSD, on va être membre aussi du Building Trade américain puis de l'AFL-CIO, puis il dit, on va être membre du SQC. Fait que j'ai dit, lorsqu'il y aura une mort d'un travailleur sur un chantier, puis le dirigeant ou la dirigeante de l'organisation appelle le ministre du Travail. Sur le ministre du Travail, au nom de la classe ouvrière de la construction, nous vous informons, le communiqué de presse va sortir dans quelques minutes, que la classe ouvrière va utiliser une journée d'études pour comprendre la mort d'un travailleur sur un chantier. Je dis, c'est comme ça qu'on va construire notre rapport de force. Alors ça aussi, c'est un autre objectif que j'ai. Mais avant tout, c'est de régler le dossier du rail. Mais ça, c'était un objectif que j'avais. Cela m'a toujours préoccupé, l'unité de la classe ouvrière, peu importe les logos syndicaux. Et j'ai voué une grande partie de ma vie à servir les travailleurs. Je continue encore aujourd'hui dans le meilleur de mes capacités physiques. Ça va encore bien, mais aussi intellectuel. Je tiens à remercier Ferrisson de m'avoir invité. Non pas parce que je suis Jean-Luc Deveau, le syndicaliste, là. Par exemple, c'est pour les militants, les militantes, les futurs. Si mon parcours peut servir d'exemple, le travail est fait. C'est une question d'éducation. Et je vous dis en terminant, vive la classe ouvrière. Merci. Mon cher Jean-Luc,
C'est moi qui te remercie de ta générosité parce qu'on a passé pas mal de temps à faire ce tour d'horizon, cette rétrospective avec toi. Merci beaucoup.